Septembre se termine avec la fin du stage de la 5e promotion. Déjà, plus de 200 hommes de bonne volonté ont pris les armes sous nos couleurs. Je ressens un vertige moral devant l'évolution des déclarations du chef de l'État. En quelques mois, la France de Dunkerque à Tamanrasset, qui nous avait autorisé tous les espoirs, est devenue l'Algérie algérienne est en marche. Je ne bénéficie plus de l'aide morale de tous les instants de Scipion pour m'inciter à continuer à remplir ma mission sans penser. Il me sera toujours difficile de me comporter en robot. Pourtant, je m'efforce de faire bonne figure devant les regards interrogatifs de mes sous-officiers, comme le fait le colonel lorsque je lui confesse mes inquiétudes. Il se veut rassurant quand il m'affirme, raide, derrière son bureau, plus lui jouer que jamais. Mais voyons, Fortu, il s'agit de politique politicienne. Le général est un vieux renard qui nous concocte certainement un retournement de situation. Je ne pense pas que la France ait tant investi au Sahara pour abandonner le pétrole aux Algériens. Cependant, il sait aussi bien que moi que les intérêts américains au Sahara sont aux antipodes des nôtres. On parle dans les milieux autorisés d'un soutien massif américain au GPRA à Tunis. À mon niveau de petit exécutant, j'estime qu'il faudrait arrêter la machine à fabriquer des groupes d'autodéfense qui jouent si bien leur rôle dans les villages de la montagne. Ils hypothèquent à mort leur avenir dans une probable Algérie algérienne. Contre vent et marée, dans ce bel automne kabyle, paraît de la douceur de son climat et de ses fruits mûrs, ma promotion discute de l'Algérie dans la France et crapahute crânement sur le terrain. Je ne perçois aucune fausse note dans mes indiscrétions ou les écoutes quotidiennes. La présence de la LN est quasi nulle dans le Djebel. Par contre, je sais par l'officier de renseignement du secteur que le FLN, tout comme nous, pratique l'action psychologique dans les villes pour essayer de faire bouger les populations. Indépendance, mot magique, la meilleure et la pire des choses, qui peut soulever les foules et faire couler le sang. Les moyens de pression musclés et barbares sont monnaie courante chez nos adversaires. Je mise sur l'éloignement des grandes villes pour expliquer l'attitude suicidaire de mes stagiaires. Je suis à peu près persuadé qu'on les abandonnera à leur triste sort, le moment venu comme en Indochine. C'est dégueulasse, mais j'ai l'ordre de poursuivre ma mission. Je continuerai. Pourtant, si le colonel avait raison, si le général de Gaulle nous réservait une pirouette. De toute manière, en ce qui me concerne, il est hors de question de signer un nouveau contrat sous les drapeaux, malgré les appels de pied du colonel. 1er octobre, Jocelyne effectue aujourd'hui sa première rentrée scolaire. Ce matin, quand je suis partie pour Ouled-Amer, elle était toute excitée. Le directeur de l'école de garçons, M. Di Alonso, un pied noir bon teint, près de la retraite, lui a attribué un cours préparatoire. Ce n'est pas une classe de tout repos, car ces petits élèves entament l'apprentissage de la langue française. Et elle aura du grain à moudre. L'après-midi même, je reviens à Borj-Menaïel vers 15 heures, laissant l'exercice de tir aux bons soins de Chatoise et de Dedieu. J'entre sans faire de bruit dans notre appartement et je découvre notre Fadila en train de jouer avec Martine, qui pousse des cris de contentement au milieu de ses peluches. Ma fille m'aperçoit, me fait un beau sourire et je la couvre de bisous. Je la dresse doucement sur ses petites jambes potelées et elle fait un pas, puis deux en titubant, tandis que je la soutiens tendrement. Bientôt, elle marchera toute seule. Elle découvrira son indépendance. Ainsi va la vie. La finalité des peuples et des enfants est identique. La porte s'ouvre sur une institutrice en fleurs, ou plutôt en bouton,
Il vient de recevoir, j'allais dire, le baptême du feu, mais plutôt celui de son premier jour de classe. Ensuite de son cartable, elle est encombrée d'une pile de cahiers neufs. Alors, ma chérie, pas trop fatiguée? En quel état sont tes cordes vocales? Combien d'élèves as-tu? Ouf, j'en ai 48. Ils sont gentils, ne parlent pas un mot de français, me regardent de leurs yeux noirs, ils font toujours oui avec la tête, même s'ils ne comprennent pas. Sais-tu que M. Di Alonso a distribué dans toutes les classes une boîte de tubes d'aéromycine, traitement préventif contre le trachome? Il a fallu que j'en mette un soupçon sous les paupières de chacun. Je tremble à l'idée de leur faire du mal, mais aucun d'eux n'a pleuré. Pauvres petits, ils n'ont que de vieux vêtements. Ils sont sous-alimentés. À l'Azib El-Mejane, les élèves de Youssoufa étaient nu-pieds et ne possédaient pas même un cahier. Vois-tu, il y a des degrés dans la misère. Pourquoi tous ces cahiers? C'est pour demain. Je dois y inscrire leurs noms et faire les premiers modèles d'écriture. Bravo, tu es faite pour ce métier. Je te laisse travailler pendant que je vais faire un petit tour dehors avec mon bout de chou. Elle s'installe sur notre unique table, la table de cuisine, tandis que ma fille, dans les bras, je descends faire quelques pas dans les environs immédiats de la plaine. Le jour commence à décliner. Les cigognes et les hirondelles sont parties depuis quelque temps vers un sud où l'hiver n'existe pas. Des vols des tours d'eau, pillards, envahissent les eucalyptus pour y passer la nuit. La route de Cap Ginette est pratiquement vide. L'heure du couvre-feu approche. Le 16 octobre, lors d'un passage à la CCS, le capitaine me tend un arrêté officiel. Je suis promu lieutenant. Il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est une promotion automatique après 2 ans de grade de sous-lieutenant. Malgré tout, avoir 2 barrettes sur les épaules fait plus sérieux. Je passe chez le maître tailleur pour acheter mes 2 galons que je vais faire aussitôt admirer à Jocelyne qui est à la maison car c'est mercredi. Les dorures militaires ne l'ont jamais beaucoup impressionnée et je suppose que c'est pour me faire plaisir qu'elle me dit que je suis très bien ainsi. À Ouled-Amer, mon arrivée soulève les clameurs de ma petite troupe qui déclare avoir le gosier sec et les oreilles qui fanent. J'arrose illico tous ces assoiffés d'une tournée générale de bière en attendant mieux. Les stagiaires eux aussi viennent me serrer la main, m'offrir une cigarette comme à un ami. Devant ces témoignages de sympathie, je ne peux m'empêcher de voir se ranimer la flamme de mon inquiétude. Le 18 octobre, jour du grand rapport à 10 heures, au PC du colonel, je descends avec 1 heure d'avance à Borj-Menaïel. Je m'arrête chez moi pour troquer ma tenue de combat contre ma tenue numéro 1, tandis que Bernard m'attend dans la Jeep. Le colonel est très à cheval sur l'élégance vestimentaire. Jocelyne est à l'école. Martine dort encore dans son petit lit de bois, tandis que Fadila fait la vaisselle sans bruit. En douce, j'enferme mon PM à clé dans l'armoire, je glisse la clé dans ma poche, on n'est jamais assez prudent, et je rejoins mon véhicule. Au PC Bernard, c'est bientôt l'heure. Nous passons devant l'école où mon épouse doit être très occupée. Soudain, je crie à l'adresse de Bernard. « Stop immédiatement !» À une centaine de mètres, une foule de civils arrive en courant vers les bâtiments scolaires. Il y en a jusqu'au passage à niveau. Des cris fusent en kabyle, en arabe, en français. « Nos enfants, rendez-nous nos enfants !» Certains sont armés de fourches, de manches de pioche, le visage révulsé, l'invective aux lèvres. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la porte d'entrée de l'école. Je n'y comprends rien, mais je pars au plus pressé. J'ai l'air fin en tenue de sortie sans armes. De toute manière, il vaut mieux ne pas en avoir. Que peut faire une arme contre une foule déchaînée? Je m'élance devant la porte fermée en criant à Bernard, qui risque de se faire lyncher, « Fonce au PC, fais envoyer FISA, la section d'intervention. »
Vert de peur, on le serait à moins, il lance son véhicule à plein régime, traversant la foule qui par réflexe s'écarte. Certains lui lancent des pierres sans résultat, pourvu qu'il arrive vite. À présent, nous sommes quasiment poitrine contre poitrine. Je connais les affres de la peur, car les pointes menaçantes d'une fourche sont à la hauteur de mon visage. À l'autre bout de l'arbre de fortune, je reconnais soudain Toumi, le principal boulanger du village avec lequel j'ai souvent bavardé en achetant mon pain. Il faut discuter, gagner du temps. Je m'efforce de paraître très calme. Je me redresse de toute ma taille au milieu d'un concert de menaces. Tous me connaissent, et lorsque je prends la parole, un semblant de silence, du moins dans les premiers rangs, s'établit. Ils sont au moins 200. Que se passe-t-il, mes amis? Êtes-vous soudain devenu fou? Monsieur Toumi, vous qui êtes un homme intelligent, que fait cette fourche entre vos mains? La vache a parlé. Les instituteurs français vont égorger nos enfants. Elle l'a affirmé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire insensée? Depuis quand une vache parle-t-elle? C'est vrai, la vache d'une vieille femme des Isères a parlé et a dit que les instituteurs français allaient tuer nos enfants. Nous venons les reprendre, et si les maîtres les ont fait du mal, nous les tuerons à leur tour. J'en rirais si la situation n'était pas aussi grave. C'est un coup d'intox du FLN. La crédulité de ces villageois est telle que ça a marché. Sainte Mère, pourvu que l'élément d'intervention arrive vite, sinon avec ces excités, tout peut dégénérer. Je perçois des mouvements dans l'école. Des têtes se penchent sur la galerie du premier étage, celle du directeur et de quelques enseignants, dont Jocelyne, qui ne me voit pas. J'ai appris par la suite que Di Alonso avait un pistolet chargé dans sa poche. S'il avait commis l'énormité d'en menacer la foule, tout aurait été fichu et l'école aurait été prise d'assaut. Je crie. Vous n'avez rien dans la tête, vous êtes tous ma boule. Comment une vache peut-elle parler? Le FLN vous a fait croire n'importe quoi. Les instituteurs français instruisent et soignent vos enfants. Vous oubliez qu'il y a aussi des maîtres et des maîtresses kabyles et arabes dans cette école. Les égorgeurs sont du côté de ceux qui vous envoient ici. Le premier rang des insurgés se calme un peu. La fourche se baisse, moins menaçante. Derrière, on se tait pour essayer de comprendre. C'est alors que la sonnerie de la récréation retentit et la cour s'emplit de cris joyeux de tous ces petits dont Jocelyne et ses collègues s'apprêtaient à trancher la gorge. Derrière les grilles, les parents sont immobiles, décontenancés. Ils essaient d'apercevoir leurs enfants au travers des haies épaisses qui ceinturent le groupe scolaire. Beaucoup doivent comprendre qu'ils ont été floués. Les élèves, heureusement, ne se sont rendus compte de rien. Je me sens mieux. Mais je n'ai plus un poil de sec. 4 jeeps bourrés d'hommes armés jusqu'aux dents déboulent à toute allure et stoppent sur le bas-côté. Terminé, les gars, la situation a changé. Ne débarquez pas. Garez-vous 100 mètres plus loin, prêts à intervenir en cas de problème. Mais il n'y en aura pas. Très bien, mon lieutenant, j'exécute, me répond l'adjudant-chef du groupe d'intervention. Je profite du flottement de la foule pour lancer d'un ton sans réplique. Vous les voyez, vos enfants? La blouse des instituteurs est-elle tachée de sang? Ici, on travaille pour l'avenir. Rentrez chez vous et en vitesse, car c'est votre présence et vos bâtons ridicules qui vont leur faire peur. Des têtes se baissent et un mouvement de repli s'amorce, puis s'amplifie. Toumi me lance un dernier regard dans lequel je lis une bonne dose de confusion. C'est fini, ils repartent vers le village par petits groupes bavards. 10 minutes plus tard, la route est libre, la récréation terminée, tout est rentré dans l'ordre. Le lendemain à midi, Jocelyne me dira qu'elle a eu très peur de tous ces gens menaçants dans la rue. Mais elle n'a pas aperçu devant la porte celui qui défendait, la peur au ventre, comme un beau diable l'école, et sa petite femme. Arrive à son tour Bernard, que je félicite pour son efficacité. Très bien, Bernard, tu viens d'accomplir un fait de guerre. La mission n'était pas sans danger, tu seras récompensé. J'ai eu malgré tout une sacrée trouille, mon lieutenant.
J'ai même reçu un caillou dans le dos. Bien. À présent, conduis-moi plutôt au PC, j'ai une bonne heure de retard. Et je vais me faire remonter les bretelles. Je débarque en plein milieu du grand rapport, sous les yeux de mes supérieurs que je salue. Le colonel, le regard interrogateur, me dit: « Qu'est-il arrivé, Fortu? Un problème au groupe scolaire? Vous avez demandé le groupe d'intervention. » Je résume la situation, et quand j'en arrive à la vache des Isères qui avait parlé, c'est l'ahurissement général. Vous dégagez ou galégez, Fortu. Personne ne peut être crédule à ce point-là. Ils le sont, et le FLN exploite leur faiblesse. C'est de l'action psychologique bien menée. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Vous êtes passé devant l'école au bon moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais vous avez dû avoir chaud aux fesses. J'ai eu une belle peur, mon colonel. Je me permets de vous rappeler que mon épouse y enseigne. J'étais doublement motivé. Bien. L'incident est clos, Fortu. J'attends votre rapport sur le CFAD. Au repas du soir, avant l'embuscade de nuit, avec mes stagiaires, je raconte à mon encadrement l'aventure qui m'est arrivée. Chatoise a le mot de la fin. Décidément, on peut s'attendre à tout avec eux. Quand on sait s'y prendre et surtout leur faire peur, ils sont capables de n'importe quoi. La suite, demain, vous pouvez vous abonner.